Les Enfers de Yasashi de Jessica Boutry, chez IE Éditions. Avertissement. Attention, ce roman est conseillé à un lectorat adulte, celui-ci contenant des scènes de violence physique, des viols et peut heurter la sensibilité. Il est conseillé à un public majeur. Le livre comporte également des scènes sexuelles explicites et du langage cru et vulgaire. Les éléments contenus dans ce roman ne servent que la fiction. La maison d'édition et l'auteur ne cautionnent en aucun cas les propos utilisés en ce sens. Prologue. Depuis la nuit des temps, il est dit que les âmes des hommes justes rejoindraient le paradis et que celles des êtres ayant péché tomberaient en enfer. Mais est-ce vrai, ou s'agit-il d'une pure invention de la race humaine ? Le paradis, où les âmes sont censées connaître le bonheur parfait et infini dans la contemplation de Dieu dans son royaume, existe-t-il véritablement ? Est-ce un état spirituel, infigurable et indescriptible, désigné comme un banquet ou un festin de noces par Jésus ? Ou correspondrait-il au paradis terrestre, ce jardin d'Éden créé par Dieu pour Adam et Ève, un endroit merveilleux où poussent toutes sortes d'arbres et de plantes, aux fruits délicieux, et où les animaux vivent en harmonie avec les hommes. Où l'au-delà permet-il à chacun de retrouver les êtres aimés qu'il a perdus, autrefois, pour faire la fête avec eux ? Et les enfers, s'apparentent-ils à un lieu obscur, avec un océan de feu, où les flammes embrassent sans éclairer, ni détruire les corps, afin que le tourment demeure éternel ? Une fournaise où l'on entend des pleurs et des grincements de dents. Une prison où les peines sont doubles et où les damnés subissent des supplices interminables. Où reflètent-ils les 9 cercles de Dante ? Et s'il en était tout autre, si les maudits étaient châtiés en boucle de leurs crimes de la même manière qu'ils les avaient commis, s'ils ressentaient les douleurs atroces qu'avaient éprouvées leurs victimes, si au contraire ils y étaient accueillis comme des rois. Tant de questions, dont seule la mort pourrait apporter les réponses. Chapitre 1. Ariel. Elle galopait à en perdre haleine. Ses poumons et les muscles de ses jambes la brûlaient. Son corps tambourinait si puissamment dans sa poitrine qu'elle crut qu'il allait se décrocher. Elle ne pouvait pas prendre le risque d'effacer les traces de son passage, les ronces déchirant la chair de ses mollets et de ses chevilles nues. Son sang, chaud, qui dégoulinait, goûtait sur le sol au fur et à mesure de son avancée. Son visage se crispa quand les épines s'enfoncèrent sous les plantes de ses pieds. Malgré la douleur, elle ne devait pas s'arrêter. Le martèlement des pas derrière elle se rapprochait de plus en plus, et le cri macabre des oiseaux paraissait encourager son bourreau. Enfermée depuis des jours, elle était parvenue à s'échapper, mais l'homme s'était aperçu trop tôt de son évasion, et il la pourchassait dans cette forêt lugubre. Sa course, effrénée, lui semblait sans fin. Les arbres défilaient, et elle ne percevait pas de sortie à l'horizon. Seule la lune la guidait à travers les bois sombres. Elle était si blanche, si lumineuse. Les larmes noyèrent ses yeux. Elle était terrifiée à l'idée de ne plus pouvoir la contempler. Soudain, le grognement sinistre de son ravisseur fusèrent dans les ténèbres. Il était tout près, son rythme cardiaque et sa respiration s'accélérèrent. Dans un ultime effort, elle obligea son corps à surpasser ses limites, faisant abstraction du point de côté qui venait de surgir. La jeune femme, qui n'était plus habituée à courir aussi vite et aussi longtemps, détalait comme un lapin traqué par un prédateur. Les branches, lui fouettant le visage, l'écorchèrent. D'un coup, son genou droit craqua et elle s'aplatit. Le choc avait été si rude qu'un bruit sourd résonna lorsqu'elle heurta la terre humide. Affaiblie de n'avoir rien mangé depuis son kidnapping, elle peina à se remettre debout. C'était déjà un miracle d'avoir réussi à cavaler autant. « Allez, dépêche-toi !» Elle n'eut pas le temps de se redresser et se tenait face à elle. Un frisson parcourut son corps et ce ne fut pas la brise frôlant sa peau qui le lui provoqua. Un sourire sur les lèvres, des perles de sueur sur son front dégarni, l'homme était armé d'une hache et sa lame souillée de taches rouges attestait que ce n'était pas la première fois qu'il s'en servait pour assassiner quelqu'un. Des larmes coulèrent sur les joues de la jeune femme. Elle repensa à ses parents et à son petit ami avec qui elle s'était disputée juste avant de se faire enlever. Elle savait qu'elle ne les reverrait plus. Son ravisseur brandit avec fierté sa cognée et l'abattit. La sonnette retentit subitement. Je levai le bras gauche, grimaçai, tirai la langue et coupai la télévision. Je posai la télécommande sur le roman d'un de mes auteurs favoris que je lisais en ce moment et qui trônait sur la table basse. Je bondis ensuite de mon canapé et me dirigeai vers la porte d'entrée. Une photo de mes parents et moi, qui datait de l'année dernière, était exposée sur l'étagère où je rangeais mes chaussures. Nous étions assis tous les trois sur le bord de la piscine. Les cheveux de ma mère caressaient ses épaules. Contrairement aux miens, qui étaient bruns, lisses et descendant jusqu'à mes lombaires, les siens étaient bouclés et plus clairs.
Sa silhouette était parfaite, comme les tenues qu'elle revêtait pour son travail. Propriétaire d'un magasin de meubles de grande qualité, elle ne négligeait aucun détail. Il fallait que son maquillage s'assortisse avec la couleur de ses iris marrons et qu'elle ne laisse pas une mèche dépasser de son chignon. Mon père, quant à lui, à la carrure bien taillée, était ouvrier sur des chantiers de construction. Il portait donc des charges lourdes, d'où son corps athlétique. Ayant nagé, ses cheveux indisciplinés noirs qui contrastaient avec ses yeux d'un bleu céleste étaient mouillés. Mes parents avaient consenti à ce que je vive dans ce logement qui leur appartenait si je leur garantissais qu'en contrepartie j'obtiendrais mon diplôme de BTS Management. Si j'échouais, je devais alors leur rembourser chaque mois de loyer. Ils étaient durs avec moi, pour me faire comprendre la valeur de l'argent. Fille unique, un lien très fort nous unissait, et ce n'était pas par envie que j'avais quitté le cocon familial. Mon lycée se situant en ville, et la maison de mes parents à plus d'1 heure de bus, ce n'était pas pratique pour moi. Je préférais de loin le calme de la campagne au vacarme routinier urbain et l'odeur des vaches ou des moutons à celle des pots d'échappement. La nuit de mon emménagement, je n'avais pas fermé l'œil à cause du tapage nocturne. Dès le lendemain, je m'étais procuré des bouchons d'oreilles. Mes tiques s'agitèrent. J'ouvris la porte et souris à mes 2 amies qui me firent face. Émilie, habillée d'une robe bleue, les ongles peints de violet, me fit la bise et je priai pour que son rouge à lèvres vermillon ne marque pas ma joue. Stella, qui s'impatientait, sautillait comme un kangourou et me dit bonjour à son tour. Son parfum à la rose me chatouilla le nez. Elles avaient amené ce qu'il fallait pour nous hydrater. Vodka, bière, boissons énergisantes, de quoi se grisser toute la soirée. Je les invitai à se déchausser et à s'installer autour de la table du salon. Pendant ce temps, je cherchais des verres dans la cuisine, mais aussi des biscuits et autres à grignoter, avant de les rejoindre. Émilie jeta son dévolu sur une faro. Je la copiai. Stella opta pour de l'avocat et de la Crazy Tiger à la framboise et à la fraise. Nous trinquâmes en chœur aux 20 ans d'Émilie. J'avalai une gorgée de ma lager et picorai des gâteaux qui croustillèrent sous mes dents. « Ne bouffe pas tout, Ariel, plaisanta Stella. « Oh que si !» m'exclamai-je. Nous nous tordîmes de rire. Mes amies savaient que j'avais un bon appétit et elles me taquinaient souvent. Elles m'avaient même surnommée gloutonne. Émilie repoussa ses longs cheveux noirs en arrière. Sa main l'éventa pour chasser la chaleur qui s'était propagée dans son corps et son visage. Celui-ci, ordinairement blanc comme d'ivoire, était rouge pivoine, ce qui témoignait de la hausse de sa température interne. Stella grouina, ce qui nous fit glousser. Quand nous domptâmes nos rires, la jolie brune, après avoir gobé un œuf de caille, débuta la conversation. « J'ai largué mon mec hier. » Mes tics s'exprimèrent. J'engloutis une tomate et intervins. « Ça faisait 6 mois que vous étiez ensemble, et vous aviez l'air sur la même longueur d'onde, m'étonnai-je. »« Un record !» lança Stella. « T'as la moule dispo pour un gars plus canon maintenant ?» se marra-t-elle. Nous étions si familiarisés à son langage que ces mots grossiers ne me choquaient même plus. Aussi magnifique que les mannequins de magazines de mode, elle était adulée par les hommes. Richissime, maquillée à outrance, elle minaudait devant eux en parlant de façon soutenue. Ce que tout le monde ignorait, c'était qu'elle était d'une vulgarité sans nom. Distinguée face à ses fans, ordurière par derrière. S'ils découvraient son visage, ils déguerpiraient tous. Nous bûmes encore quelques verres avant de passer à table. La pendule indiquait 21 heures. Nous avions cours le lendemain. Faire la fête, je validais, mais je ne voulais pas me coucher tard. Nous nous ruâmes sur les pizzas que nous avions commandées. J'en dévorai 1,5, ce qui déchaîna les ricanements de mes amis. En même temps, le fromage fondant dans la bouche et l'effluve effleurant mes narines me faisaient saliver. Qui serait capable de résister à cette saveur délicieuse? Vous? Non, personne ne pouvait lutter. Le plat principal, fini, je me rendis à la cuisine avec Stella. Puis, nous éteignîmes les lumières du salon, où était restée Émilie. Seule l'ampoule allumée du réverbère et des bougies éclairaient faiblement la pièce. Nous montions si haut dans les aigus en chantant « Joyeux anniversaire » que nous étions à 2 doigts de nous crever les tympans. Émilie souffla sur les bougies et fit vaciller toutes les flammes au 3e essai. Je l'avais filmé avec mon téléphone. La belle blonde déposa les coupes de champagne sur la table. J'eus 5 tics. Tout en dégustant le dessert qui ravit mes papilles, je remplis mon estomac du vin mousseux. Nous vidâmes la bouteille assez rapidement, et avec ce que nous avions bu à l'apéritif, je visualisais sans difficulté la migraine de demain matin. La cloche de l'horloge tinta, annonçant 23 heures. Nous décidâmes de donner ses cadeaux à Émilie. Elle commença par celui de Stella, qui était enveloppé dans du papier rose, et elle explosa de rire. Nous rigolâmes aussi lorsqu'elle nous exhiba la sucette en forme de pénis. La jeune femme avait le don pour offrir des trucs pourris. Je tendis le sac à Émilie, où reposait le mien, et un sourire naquait sur ses lèvres. J'adore. Elle noua le bracelet de cuir noir avec des pointes en acier à son poignet. Je soupirai, contente de ne pas m'être trompée. Je l'avais acheté cet après-midi. Depuis que j'avais mon permis, je prenais rarement les transports en commun.
Avant, mon corps tremblotait rien qu'en imaginant les regards se braquer sur moi. On me toisait comme si j'étais une bête curieuse. En plus de leurs yeux sardoniques, leurs remarques désagréables m'affolaient tellement que ça accentuait mes tics. Aller en cours s'apparentait à une bataille perdue d'avance. Heureusement que j'avais rencontré Émilie et Stella, mes sauveuses. Elles m'avaient accueillie. Ils ne s'étaient jamais moqués de moi. Par contre, elles ne se gênaient pas pour rire de mes tics. Grâce à elles, j'avais accepté ma maladie, avais de nouveau confiance en moi et ne me préoccupais plus de ces visages railleurs. J'étais fière de celle que j'étais devenue. Je me montrais même régulièrement avec un t-shirt où était écrit l'inscription « J'ai le syndrome de Gilles de la Tourette et je vous emmerde ». La plupart des gens se fourvoyaient en assimilant cette maladie aux injures. La coprolalie ne concernait qu'un infime parti de ceux atteints du syndrome de Gilles de la Tourette, tout comme la copropraxie. Les symptômes les plus fréquents étaient les tics moteurs et vocaux. Pour les premiers, ils se manifestaient par des contractions musculaires et des mouvements brusques, involontaires et répétés, quasi permanents. Dans mon cas, je grimaçais, tirais la langue et levais le bras gauche à me faire mal à l'épaule. Chaque patient avait sa propre particularité. Mes soubresauts pouvaient apparaître et disparaître pour être remplacés par d'autres. Pour ce qui était des seconds, on retrouvait les cris, les reniflements, les rires incontrôlés, la fameuse coprolalie, la palilalie, l'écholalie et bien plus encore. Moi, je me raclais parfois la gorge. Si ce n'était que ça. Il y avait notamment des troubles liés à la maladie. Je vous citerai par exemple le déficit de l'attention et les TOC. Je ne m'étalerai pas sur le sujet car il est trop vaste. Apprenez cependant que les symptômes advenaient entre 6 et 8 ans. Pour diagnostiquer le syndrome de Gilles de la Tourette, le médecin le basait sur l'évolution des tics et des troubles qui pouvaient être associés. Il fallait plus d'un tic moteur et qu'au moins un tic sonore n'intervienne à un certain moment, durant la progression de la maladie, mais aussi qu'il soit présent à plusieurs reprises lors d'une même journée et ait lieu soit presque quotidiennement, soit par intermittence au minimum 1 an. Le syndrome de Gilles de la Tourette pouvait affecter le fonctionnement relationnel, familial, scolaire et ou psychologique de l'enfant. Gamine, j'aboyais comme un chien et étais hyperactive. Je ne supportais pas non plus de m'attacher les cheveux. Bref, cette maladie n'était pas de tout repos pour la personne atteinte et pour ses proches. Malgré tout, j'avais eu un petit copain. Incroyable, n'est-ce pas? Mon éternel célibat s'était stoppé. Bon, j'avais rompu 4 mois après parce que ses crises de jalousie m'agaçaient. Dès que je ne m'étais pas avec lui, mais avec mes amis, il me harcelait de SMS du genre « T'es où? Avec qui ?» Insupportable. Une note positive ressortait tout de même de notre histoire d'amour. J'avais enfin goûté au plaisir charnel et je devais avouer que ça me manquait de me blottir dans les bras d'un homme. Je ne pensais pas que cela m'arriverait un jour. Mes tics faisaient fuir et je me disais à l'époque qu'il fallait être dérangé pour tomber amoureux de quelqu'un de différent, quelqu'un qui attirait en constance les regards. J'étais effectivement convaincue que ma maladie se dresserait comme une barrière transparente pour s'opposer à la moindre future relation, et j'avais tort. Émilie me redescendit sur terre en m'appelant. Elle nous embrassa pour nous remercier. Un sourire se dessina sur le visage de Stella. Je répondis par une série de tics, devinant que son expression n'était pas innocente. « J'ai une surprise pour vous, les filles !» Je grommelai dans ma barbe, exaspérée de ne pas pouvoir me glisser dans mon lit. Stella était une adepte de la nuit blanche, et elle avait toujours une fâcheuse tendance à emmener de drôles de jeux pour nos soirées. De quoi s'agissait-il cette fois? Elle récupéra un sac cabas qu'elle avait laissé à l'entrée, et revint vers nous. Lorsqu'elle révéla son contenu, mes yeux noisettes s'écarquillèrent. Émilie, elle, jubilait. « Mais où est-ce que t'as déniché ce machin ?» demanda la jolie brune. « Ça te plaît? Et comment ?» Je ne partageais pas l'enthousiasme des films. Voir des écervelés utiliser ce qu'avait apporté Stella dans mes films, j'aimais bien. Tester dans la réalité, très peu pour moi. La peur n'existait pas dans mon vocabulaire. Or, s'amuser avec un objet pareil comportait des risques que je n'étais pas prête à encourir. Plus jeune, mon père en avait fait la mère expérience avec des amis et les imiter ne me tentait pas. Oui, Stella tenait une planche de Ouija entre ses mains et ce n'était pas pour embellir la décoration.